Bonjour à tous. On remercie avec professeur Pierrick Bédouche, on va se présenter après plus en détail, mais l'association HTAP France de nous avoir invités cette année à cet événement pour échanger avec vous. L'idée c'est que ce soit un échange, une discussion sur les traitements et notamment qu'est-ce qu'on entend par bien connaître ces traitements. Voilà, donc je me présente, je m'appelle Marie-Camille Chaumet, je suis pharmacien à l'hôpital de Bicêtre. Et Pierrick Bédouche, donc moi je suis pharmacien au CHU de Grenoble, effectivement, et puis je suis ravi d'être à nouveau là avec vous puisque c'est la 4e session me concernant, donc on verra des choses, et surtout je suis ravi de le faire en binôme avec Marie-Camille. Plaisir partagé, puis on a toute l'équipe d'infirmières aussi, donc IDE, donc ça c'est trop chouette, on va pouvoir comme ça échanger et n'hésitez pas à poser toutes vos questions, et Vitalaire aussi. Très bien, donc on va... Quand ça fait... C'est le bouton du bas pour passer. Et voilà. Alors tout d'abord, on voulait faire une petite enquête. Pour vous, ça sert à quoi de bien connaître ces traitements ? Pour qu'ils soient le plus efficaces possible. Ouais, ok. Allez-y, on est là en atelier, donc... Vous avez le droit de ne pas lever la main, vous pouvez y aller. Oui. Pas faire de mauvais mélange. Pas faire de mauvais mélange, j'ai entendu. Savoir ce qu'on prend. Et ce pourquoi ça nous soigne. Améliorer l'observance, oui, on va en reparler. D'autres idées ? C'est déjà riche. Bah oui, c'est pas mal. On peut dérouler, si tu veux, il y a plusieurs... Alors voilà, effectivement, c'est l'objectif, bien connaître ces traitements quand on est un patient ou un proche de patient. Vraiment se poser la question de pourquoi faire. Et nous, professionnels de santé, en plus des fois universitaires, on peut vouloir former des gens à... Mais c'est se poser la question de pourquoi et à quoi ça va servir. Pas avoir de problème. Si il y a certaines choses, effectivement, qui vont être importantes, aller mieux, ça a été dit avec l'efficacité, c'est qu'il y a une façon correcte qui aidera. Alors, il pouvait y avoir faire plaisir à mon docteur, c'est pas indispensable, mais pourquoi pas. Vérifier ce que m'a prescrit mon docteur. Alors, c'est pas du tout de dire que ce serait pas bon, mais en fait, et c'est ce qu'on fait en pluriprofessionnel, c'est complexe, en fait, la prescription de médicaments. Donc, on va pas se priver de l'intervention d'un expert potentiel pour aider à ce que ça se passe bien. Prendre celui qui me convient le mieux. Parce que, et c'est un des intérêts, notamment dans l'HTAP ou dans la greffe aussi, on a de plus en plus de médicaments. Donc, ils peuvent avoir des efficacités similaires, mais il y a des profils d'effets indésirables différents. Donc, on peut pouvoir adapter. Et ce que ressent le patient, ça va être important. Comprendre ma maladie et son traitement, vous l'avez mentionné, sans pouvoir faire un cours de pharmacologie derrière, ça aide à savoir lequel on prend pourquoi et potentiellement bien le prendre. Et souvent, qu'est-ce que ça veut dire bien le prendre ? Alors, j'ai entendu parler d'observance, donc on va revenir dessus. Donc pour le coup, on a essayé de structurer un petit peu toutes ces idées. Donc l'idée, c'est que ce ne soit pas trop formel, mais c'est juste pour vous expliquer que finalement, il y a tout plein d'objectifs dans cet atelier. Et juste une question, bien connaître ces traitements, ça soulève plein de choses. Et notamment, comprendre l'importance d'une bonne adhésion, et on va voir le lien et ce qu'il peut y avoir avec l'observance, la différence entre adhésion et observance. Comprendre sa prescription, savoir gérer un effet indésirable et le détecter. Identifier des risques liés à l'automédication, donc pour ne pas faire de mauvais mélange, comme vous l'aviez dit. Comprendre l'intérêt des génériques, c'était une question qui était assez fréquente au niveau de l'apparition des génériques, donc l'idée c'est d'en reparler un petit peu. Identifier les risques de rupture de médicaments et savoir agir pour les éviter. Qu'est-ce qu'on fait si on part en voyage, si on peut plus se déplacer, etc. Et connaître l'intérêt d'une offre éducative pour aller plus loin dans l'autonomie, donc si on a un peu de temps, on va développer sur l'éducation thérapeutique du patient. Donc tout d'abord, comprendre l'importance d'une bonne adhésion ou observance. Alors effectivement, le mot observance est sorti. C'est un mot qu'on aime de moins en moins, pas pour une histoire sémantique, mais justement pour ce qui est derrière. La notion d'observance, ça a été défini pour voir ce que fait le patient, c'est-à-dire est-ce que le patient donné respecte la prescription établie par le médecin. Il y a vraiment un rapport entre ce que le patient fait par rapport à ce que le médecin prescripteur a dit. Et il y a quand même une notion dans l'observance de
on ne discute pas, on fait. C'est plus le concept. Le concept, il est dans l'adhésion médicamenteuse. C'est le rapport entre ce que le patient fait de manière acceptée et ce que le médecin propose. Donc, et j'en parlais avec Marie-Camille pour autre chose, c'est la question de qu'est-ce qu'on négocie ensemble, qu'est-ce qu'on contractualise. Dans la notion d'observance, il y a le fait d'imaginer que la proposition faite par le prescripteur, elle est unique, c'est celle-là qui conviendra au patient. Peut-être, mais peut-être pas. Et c'est l'adhésion. L'adhésion, c'est de dire, pour moi, j'aimerais qu'on s'y prenne de telle ou telle façon. Donc cette notion d'adhésion, il y a de l'adhésion sur plein de choses. On peut adhérer à son suivi biologique, à ses consultations médicales, à la prise de ses médicaments. Il y a plein de choses de ce qu'on entend par adhésion. Là, on va rester sur l'adhésion médicamenteuse. Et elle peut s'imager comme ça, finalement, l'adhésion médicamenteuse. On sait que dans une maladie chronique, prendre son traitement de la manière la plus appropriée, tous les jours, sans oubli, sans rien, c'est quelque chose qui demeure complexe. Et finalement, parfois, il peut y avoir des oublis de prise, comme ça. Et puis parfois, quand bien même on prend son traitement tous les jours, on a une bonne adhésion thérapeutique à son traitement, il peut se passer un événement dans la vie qui fait que les équilibres changent complètement et il y a une rupture d'adhésion. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'adhésion thérapeutique. C'est quelque chose qui s'évalue, qui s'étudie. Et on sait que l'adhésion va dépendre de plusieurs facteurs. Ça peut être des facteurs qui peuvent être liés au patient, des facteurs qui peuvent être liés aux soins, à la maladie ou au traitement. Voilà, il y en a tout un nombre important de facteurs qui peuvent être variables en fonction du type de traitement et du type de maladie. Alors, il y a des données qui sont assez probantes. Tout d'abord, on sait que l'adhésion, elle est généralement plus élevée dans une situation aiguë plutôt qu'une maladie chronique, d'accord, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Que dans une maladie chronique, en général, il y a une diminution, il y a une chute de l'adhésion au bout de 6 mois de traitement. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde et pour toutes les maladies chroniques. Hein. Ce sont des observations très globales pour pouvoir donner ce genre de données en fonction des différentes pathologies. Après, c'est un peu systématique de se dire qu'à 6 mois, en tout cas, on sait qu'il y a une chute, une diminution de cette persistance. Et puis dans les essais cliniques, vous voyez bien, même si on est dans un essai clinique qui est cadré, qui est balisé, etc., eh bien, il y a entre 43 et 78% d'adhésion dans les maladies chroniques. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, on sait que de manière générale, 50% des patients qui sont atteints de maladies chroniques ne présentent pas une bonne adhésion. Et donc l'idée, c'est de comprendre pourquoi, parce que c'est compliqué, c'est une problématique complexe, et d'identifier comment on peut baisser ces barrières, quels leviers on peut identifier pour accompagner au mieux les patients à avoir une meilleure adhésion. Voilà. Vous nous interrompez hein, si vous avez envie de creuser, aller plus loin, ou si vous n'êtes pas d'accord. J'ai le droit de ne pas être d'accord. Alors pendant longtemps, parce qu'on en parle, ça paraît être une évidence, mais c'est pas évident d'avoir des données, et notamment d'avoir des données dans l'HTAP. Donc on a mené l'étude étape il y a quelques années, étude multicentrique, c'était 10 centres de référence français, et un des indicateurs qu'on a regardé, c'était le niveau, alors là on parle vraiment d'observance, parce que c'était un critère dur d'évaluation clinique, et c'est pas évident. C'est-à-dire, grosso modo, on recueillait les chiffres que je vous montre, c'est la quantité de médicaments que le patient était allé chercher à la pharmacie par rapport à ce qui lui était prescrit. Je ne rentre pas dans le détail, c'est des techniques 2, mais c'est vraiment la plus mauvaise, le minimum. Et alors, c'était une question de se dire, attendez, l'HTAP est une maladie grave, rare, il n'y avait pas tant de médicaments que ça, donc c'est une évidence que l'observance est à 100%. Et bien, dans le cadre de cette étude, en plus, c'était pas la vraie vie, puisqu'on regardait vraiment l'étude, 30% des patients étaient considérés comme non adhérents, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas au moins 80% de leur dose. Donc ça veut dire qu'en plus entre 80 et 100, donc 30%, donc ce qui n'est pas anecdotique, et c'est pas du tout de se dire bien ou pas bien. C'est un élément, donc c'est derrière le pourquoi, et on pourra travailler ça. Et puis aussi parce que c'est vrai des fois on cible beaucoup les médicaments spécifiques, mais la pathologie elle nécessite d'autres traitements non spécifiques, et on l'avait mesuré, donc c'était sur les médicaments qui étaient allés chercher à la pharmacie, 44 à 51% des patients étaient considérés comme non adhérents, c'est-à-dire qu'ils avaient moins de 80% de leurs médicaments avec eux.
On a parlé de l'adhésion et de l'observance. Maintenant, deuxième particularité, c'est comprendre sa prescription. Parce que comme Pierrick vous l'a dit, on a les traitements spécifiques, mais il existe aussi des traitements dits non spécifiques. Et à côté de ça, il faut aussi respecter dans la mesure du possible ce qu'on appelle les règles hygiéno-diététiques. Donc cela, on va vous faire bosser un peu. Qu'est-ce que vous connaissez comme traitement non spécifique, ou comme traitement spécifique, ou comme règle hygiéno-diététique? Anticoagulants, des diurétiques. Le sans-sel, non? Oui, tout à fait, dans les règles hygiéno-diététiques. Tout à fait. Régime contrôlé en sel, oui. Des antidouleurs, des antalgiques qui peuvent être donnés pour contrôler certains effets indésirables des médicaments, notamment au début. Oui. Autre règle hygiéno-diététique. Comment? Alors le pamplemousse. Effectivement, là on va en reparler du pamplemousse et de l'interaction qu'il peut avoir sur les traitements. Tout à fait. On en reparlera dans l'automédication, mais c'est très juste. Les heures de prise, l'intervalle entre les heures de prise. Alors l'intervalle entre les heures de prise fait partie aussi de l'adhésion et du bon usage du médicament. Est-ce qu'on va le prendre finalement correctement, c'est-à-dire pour qu'il ait le maximum d'efficacité et le minimum d'effets indésirables. Et les modalités de prise sont très importantes. Et dans les modalités, ça peut être en mangeant sans manger, ou à jeun, ça peut être respecter un écart entre plusieurs médicaments, ça peut être plein de choses, donc effectivement, les modalités de prise sont importantes. Comment? L'oxygène. L'oxygène, oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? L'activité physique? Oui. Faire attention à l'altitude? Et dans les traitements de la maladie, alors, qui sont prescrits par les centres de compétences ou de référence, qu'est-ce que vous connaissez? Les vasodilatateurs, oui. Alors, effectivement, ils vont avoir tous cette capacité, cet objectif de vasodilater. Vous en connaissez? Traclyr, Remodulin. Il y a eu Vélétrie, il y a eu Traclyr, Révatio aussi. De temps en temps, c'est le Traclyr, ouais. Révatio. Adcirca. Flolan, oui. Flolan, c'était le grand frère du Vélétrie. Après, il y a eu son petit frère. Le premier. Effectivement, donc finalement... Le Riociguat. Et le Riociguat. Ouais. Dans comprendre sa prescription, il y a 3 grandes thématiques, les règles hygiéno-diététiques, les traitements spécifiques et non spécifiques. Après, tout dépend de vos particularités ou de la particularité que vous avez, que vos proches peuvent avoir par rapport à cette maladie. Ce sont des règles générales, d'accord? Dans les règles hygiéno-diététiques, alors c'est pas, je m'en excuse, c'est un peu flou, mais j'ai voulu reprendre du film de l'association HTAP France qui est très bien sur des signes moyennes HTAP et comment on peut retrouver tout ça. Donc j'avais pris, donc là c'est pour le régime hyposodé où il faut jeter le sel ou réduire, l'activité physique, l'altitude, la grossesse aussi, les risques liés à la grossesse. Ensuite, il y avait dans les traitements non spécifiques, on retrouvait les diurétiques pour diminuer le trop-plein d'eau, qu'on appelle de fatigue du cœur liée à la rétention hydrosodée, donc d'eau et de sel. Les anticoagulants et l'oxygénothérapie. Et puis, effectivement, dans les traitements spécifiques, soit on va empêcher que des artères, les petites artères pulmonaires se contractent trop, soit on va favoriser le fait qu'elles se dilatent. Donc finalement, l'objectif, ça va vraiment être la vasodilatation et puis diminuer aussi le fait qu'elles se bouchent par la prolifération des cellules. Et aujourd'hui, on a plusieurs classes de médicaments. On a des médicaments qui vont empêcher la contraction, avec le bosantan et l'ombrisantan, donc Traclyr, Volibris. Et on a des médicaments qui vont favoriser la vasodilatation, soit par voie orale, soit par voie parentérale, avec le Remodulin ou le Vélétrie. Tout ça pour vous dire que vous pouvez avoir soit un médicament, soit 2 médicaments, soit 3 médicaments au niveau spécifique, associés à des traitements aussi non spécifiques, associés à des règles hygiéno-diététiques. Parfois, ça peut faire beaucoup. Est-ce que certains d'entre vous trouvent que ça fait beaucoup? C'est toujours trop.
Effectivement, c'est pour ça que c'est important d'expliquer, de parler et d'échanger sur l'importance et l'intérêt de chacune des thérapeutiques. Elles sont là pour agir ensemble et c'est ça qui fait qu'on va avoir le meilleur résultat. Mais effectivement, dire qu'on ressent que c'est trop, c'est quelque chose qu'on va rechercher aussi parce que parfois, quand on considère qu'on a trop de traitements, ça peut jouer sur l'adhésion, dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà pourquoi, parfois, vous pouvez avoir aussi plusieurs ordonnances, parce que les traitements spécifiques de la maladie ne peuvent être prescrits, et dispensés, donc prescrits que par les centres de compétences, les centres de référence et dispensés à l'hôpital, alors que les traitements non spécifiques peuvent être modifiés par le médecin traitant et renouvelés par le médecin traitant. Ils sont disponibles en pharmacie de ville. Alors, on a voulu faire un petit zoom sur la mise en place de la téléconsultation pharmaceutique parce que c'est quelque chose qui se déroule dans certains centres et notamment à Grenoble. Alors effectivement, juste un petit focus, si vous voulez en savoir un petit peu plus, on ne va pas le présenter là, mais il y avait eu un reportage du magazine de la santé sur France 5, et il y avait deux illustrations cliniques, hein. La première patiente HTAP, et l'autre, parce qu'on ne le fait pas pour la HTAP, c'était dans la mucoviscidose. Le principe, bon la diapo elle est très chargée, c'est quelque chose qui était prêt avant la phase Covid, puis tac, est arrivée cette pandémie, je te remercie. Et le fait que comment on donne accès aux patients à leur traitement à distance tout en maintenant le lien d'information quand on se voit à la pharmacie. Et on a pu donc mettre en place là, alors le télésoin d'entretien pharmaceutique ou téléconsultation. Le principe, c'était effectivement, parce que dans l'ensemble, dans le centre de référence, on a vos ordonnances, avec s'appuyer aussi sur une plateforme régionale qui est une plateforme, donc pour ceux qui sont de la région, c'est Montcisra qui s'appelle Sarah, qui est vraiment une des plateformes qui marche très très bien. C'est-à-dire que tous les professionnels de santé de la région, on est connectés sur cette plateforme qui nous offre d'ailleurs la possibilité d'avoir un système de visio. Après, c'est pas toujours celui-là qu'on avait, mais par contre, l'intérêt, c'est que ça permet de se passer les informations et transmettre les dossiers entre professionnels de l'hôpital, de la ville, le médecin traitant, l'infirmière, le pharmacien d'officine, le médecin hospitalier, enfin voilà, tout le monde. Et le principe, donc comme vous le voyez ici, donc ça va être le premier bouton, voilà, c'était Sophie là, qui faisait un entretien avec une patiente, c'est face à l'écran, et le fait de pouvoir régulièrement faire le point avec le patient en complément du fait de recevoir ces médicaments. Alors un des points importants, et je sais que c'est important pour beaucoup d'entre vous, c'est la question de l'acheminement, qui n'est pas si simple que ça, parce qu'il faut avoir bien conscience que si ces systèmes-là, ça doit être un monsieur, hein, Amazon, ça peut pas être une madame, non, tellement il est agressif. En tout cas, monsieur Amazon, il lorgne énormément sur ce système, et le problème, en tout cas, de l'analyse qu'on en fait, c'est que à terme, c'est pas sûr que le service au patient sera sa principale préoccupation. Et d'aller dans des endroits, exemple, je suis dans une région montagneuse où il faut des fois aller très très loin. Si ça n'intéresse pas Monsieur Amazon, il n'ira peut-être plus. Donc c'est aussi un des enjeux sur lequel il faut qu'on fasse très très attention. Mais en tout cas, donc, ce dispositif qu'on a mis en place et qu'on continue, alors ça prend aussi beaucoup de temps. C'est aussi une des problématiques de trouver les ressources, le modèle économique qui n'existe pas encore aujourd'hui, parce qu'il faut préparer les traitements, faire l'entretien. Mais c'est un dispositif qu'on continue à maintenir pour à peu près 25% des situations. Et c'est un dispositif complémentaire. C'est-à-dire que ça remplace pas complètement le fait de voir le pharmacien de temps en temps, et notamment quand on vient en bilan, c'est le moment où il peut y avoir une dispensation en direct. Donc voilà, un petit retour sur cette expérimentation qu'on a pu mener. Donc vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, où tu veux... Pas de commentaires ? C'est de votre propre initiative, cette démarche ? Oui. Nous, on l'a fait parce oui, alors c'est-à-dire ça n'a pas été suite aux discussions qu'on peut avoir avec les différents patients, qui viennent donc, pour le rappel, en rétrocession, donc c'est dans l'ensemble maintenant des maladies rares et graves. Et c'était pour renforcer la coopération aussi avec les pharmacies de ville. Donc l'acheminement, il se fait aussi avec des pharmacies d'officine, pour que ce soit pas, parce que ça pose des choses logistiques.
Mais un médicament, on va dire, livré, je vais vous raconter l'histoire de mon courrier recommandé d'hier, non, je taquine, mais ça marche pas toujours si bien que ça, et avec un médicament, alors coûteux, c'est un élément, mais surtout un médicament sensible dont le patient a besoin, et qu'on n'a pas forcément en quantité, je vais pas vous reparler de pénurie, mais majeure, il faut faire très très attention, il faut que ce soit hyper sécurisé. Donc on l'a fait vraiment en collaboration avec les pharmacies d'officine, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup d'organisations, il faut que le pharmacien d'officine soit d'accord. Pour le moment, il n'y a pas de cadre formel, donc c'est plutôt un service rendu, mais ce qui me paraît indispensable. Et donc pour vous répondre, c'est pour ça qu'on l'a développé. C'est en mode, parce qu'on avait l'outil CISRA, qui nous permet aussi de tout tracer, et le fait de pouvoir communiquer. Ce que je n'ai pas dit, c'est que des fois, il y a des limites de communication. La visio ne fonctionne pas toujours, on bascule sur un autre système, mais voilà, dans l'ensemble, ça marche. Il y a le côté financier aussi du transport. Et oui, merci de le préciser. En fait, c'est à notre choix, c'est-à-dire que notre établissement a accepté d'assurer le coût. Donc, quand je dis notre établissement, c'est mon directeur, donc ça veut dire qu'il faut négocier fort. Et c'est une des limites aussi aujourd'hui là-dessus. Pour le principe, nous on est passé, parce qu'on a déjà des transporteurs, donc on est passé par le transporteur notre CHU, mais c'est vrai que la facture, qui est plusieurs dizaines d'euros, elle n'est pas du tout prise en charge. C'est l'un des éléments explicatifs de pourquoi c'est pas déployé dans d'autres centres aussi. Et pourquoi on ne le fait pas non plus d'ailleurs pour